Bonjour tout le monde, bienvenue sur le quatrième épisode du Tournesol podcast. Du coup, le podcast où des membres de Tournesol commentent un petit peu tout ce qui est tournesolesque et tout ce qu'on trouve nous important dans l'actualité ou ce qui nous a marqué, ce qu'on a lu, ce qu'on a vu, ce qu'on a découvert pendant le mois qui vient de passer. On essaie de faire ça tous les mois. Du coup, aujourd'hui, on est trois. Il y a Victor, Lé et moi-même. Donc on vous a préparé plein de petits liens. Et du coup, Lé, tu voulais commencer avec un petit drama YouTube, du coup de grande ampleur. Je vais partager le lien et comme ça tout le monde va pouvoir voir ça. Moi, je voulais juste commencer à parler. Ah, vas-y, commence à parler. Non, donc, en fait, si vous n'avez pas suivi, il y a quand même un des plus grands vulgarisateurs scientifiques de YouTube. C'est peut-être le plus grand, en tout cas un des plus grands, des historiques. Ah, en tout cas, c'est un des premiers quoi. Moi, c'est vraiment les premières vidéos de vulgarisation que j'ai vues, c'est Crash Course et c'est il y a, je pense, 15 ans. Hein. Ouais, Je vais regarder ça. 15 ans Je facile. connaissais Hein, je pas, pense mais c'est peut-être le gap générationnel. et, mais en tout cas, c'est un des tout premiers, les frères Green qui qui faisaient des vlogs interposés. Enfin, pas des vlogs. 2011, 2011, 15 ans. 15 ans. Ouais. Et donc, c'est aussi quelqu'un d'un des youtubeurs les plus respectés, je pense, dans le YouTube game, notamment en termes d'intégrité et de qualité informationnelle. Donc, il a plusieurs, lancé plusieurs chaînes YouTube. Le truc des frères Green, c'était le truc historique. Et après, il a lancé Crash Course en particulier, et d'autres. Mais Crash Course en particulier est devenu vraiment une référence. Et il y a un petit drama autour de lui récemment. Notamment parce que dans une de ses vidéos où il parle facecam, il dit quelque chose. Il y a une expression, je ne l'ai plus exactement en tête, mais du genre. I appreciate the pushback. Ouais, J'apprécie je sais pas comment traduire le pushback, mais en gros, la critique, le challenge. Ouais. ouais. Et c'est vraiment une expression très ChatGPT-esque, très LLM, qui typiquement. Est très poli et voilà. Et donc il y a eu beaucoup de suspicions sur le fait qu'il ait utilisé un chatbot pour pouvoir écrire son script. Et donc il a nié ça, mais il a admis avoir utilisé énormément les chatbots avec des citations qui sont assez frappantes. Donc je vais essayer de les traduire en direct. Donc il dit en fin de compte, ce qui m'effraie, c'est de me ruiner moi-même pour les gens, pour le public. I've not been managing my impulses well. J'ai pas réussi à contrôler mes impulsions correctement. Ce qui est une phrase typiquement qui fait référence au pilier 3 de Tournesol, du numérique démocratique, qui fait vraiment référence aussi à tous les procès en cours pour design addictif des réseaux sociaux. Et donc là ça parle des chatbots, donc l'argument semble se prolonger. Donc il ajoute vous devez savoir que les mots qui sont prononcés sont bien les miens. Je ne pense pas que ça n'a pas été vrai, mais j'ai avancé tellement vite dans mon processus d'écriture notamment, et son processus n'est plus actually clear to me, n'est plus si clair que ça pour moi-même. Et j'aimerais être davantage une garantie dans le futur. Mais en particulier, je dois, come to terms, être en accord avec le fait que, essayer de clarifier des choses par rapport à moi-même sur le fait que le niveau de dopamine que je reçois en interagissant avec des chatbots, et en faisant de plus en plus, n'est pas healthy, n'est pas sain pour moi, et n'est pas bien pour le monde. Mais c'est incroyable ce truc parce qu'en fait il y a vraiment il a le discours de quelqu'un qui est vraiment complètement addict. Voilà, il a vraiment le champ lexical
de la personne qui est addict en disant voilà, j'arrive pas à maîtriser mes impulsions et mon impulsivité, hein, ce que cherchent vraiment les plateformes. Et il a ce truc que moi j'ai déjà entendu aussi de gens qui ont témoigné, le fait que les LLM, quand tu es en interaction constante avec ces systèmes, ces chatbots, en fait il y a vraiment ce truc qui te génère une sorte de tension permanente, de curiosité permanente insatiable. Et en fait, t'as vraiment l'impression que Hank Green est une sorte de burn-out de LLM, quoi. Enfin, en tout cas, je trouve que ça respire beaucoup ça. Et sa phrase à la fin, où il dit c'est pas bon pour ma santé et ni la santé du monde, c'est-à-dire que vraiment ce genre de comportement addictif avec les chatbots, c'est ni bon pour l'individu, ni bon collectivement quand c'est agrégé et que tout le monde fait ça, je trouve que c'est vraiment très préoccupant si c'est quelqu'un qui a la maîtrise quand même de cet outil. Ça fait 15 ans. Enfin, c'est pas la première fois qu'il est en interaction avec ces systèmes quand même. Et donc je trouve que est critique aussi. Enfin, il y a exactement. Vidéos. Complètement. Donc c'est assez frappant. Je pense que ça traduit beaucoup. On a parlé un petit peu dans un groupe Signal avec d'autres youtubeurs, mais je pense que ça traduit aussi beaucoup la pression que les créateurs de contenu reçoivent, même quand ils sont aussi célèbres et successful, à succès que Hank Green. Il y a une pression à constamment produire aussi du contenu. Et du coup, ça pose vraiment la question d'une politique, d'une gouvernance collaborative, quoi, de se mettre d'accord sur des normes et pas se laisser chacun optimiser dans son truc, parce que finalement on y perd, risque de tous y perdre, quoi. Oui, en fait, il y avait ce débat du coup dans le groupe, à quel point il fallait que ça soit des gestes individuels versus de la régulation. Donc en gros, les vulgarisateurs et les vulgarisatrices qui tenteraient par eux-mêmes d'avoir un usage maîtrisé des LLM. Et moi, je pense que c'est une impasse de parler de ça. C'est vraiment quand tu as un système d'incitatif. Parce que le vulgarisateur ou la vulgarisatrice qui va avoir un usage raisonné des LLM, il va avoir moins de production, il va avoir sûrement moins de succès dans l'écosystème actuel que celui qui l'utilise bien, mais 10 fois plus. Et du coup, à la fin, il restera qui ? Il restera les gens qui l'utilisent le plus, le mieux, sans exploser comme des pop-corn. Et donc, le geste et l'implication individuelle, c'est comme pour le changement climatique, c'est pas ça qui va, à l'échelle globale, faire avancer le truc. Donc je pense que sans régulation de ce genre de choses, en fait, on est un peu condamné à ce qu'il ne reste à la fin que des vulgarisateurs qui utilisent massivement des LLM. Voire qui sont directement des LLM et qui ne fassent pas. Oui, alors ouais, exactement. Ça c'est l'étape d'après, effectivement. Est-ce qu'il a précisé justement si son utilisation elle se faisait uniquement dans le cadre professionnel ou si c'était aussi pour d'autres choses? Là, il parlait que de ce que j'ai vu, moi, il parlait que de sa production et de son processus notamment de recherche, etc., etc. Mais quand même, dans tout ce que j'ai pu lire, tu sentais vraiment la dérive. Tu sentais vraiment que, en fait, petit à petit, c'est vraiment comme si il exprimait le fait qu'il ait quand même perdu le contrôle. Et tu vois la phrase qu'a lu Lé où il dit il faut que j'arrive à maîtriser le niveau de dopamine que j'ai en discutant avec les LLM. Tu vois, ça c'est typiquement quand même la personne qui commence à flancher, quoi. Et vraiment, c'est pas jugeant parce que n'importe qui, et moi le premier, tu ressens ce truc-là où en fait tu commences à chercher des trucs, ils te donnent plein de trucs auxquels tu n'avais pas pensé, plein d'angles et tout. Il y a un peu un truc, ouais, c'est génial. Enfin, c'est sans fin, quoi. Et je pense c'est pas évident et c'est pas conçu pour qu'on arrive à refermer ces boîtes de Pandore, quoi. Après, pour le coup, on l'a déjà eu avec les réseaux sociaux. C'est exactement. La continuité. Et alors, moi, ce que je trouve fou avec cette histoire, c'est que quand même, donc, il prend un backlash quand même assez énorme, a priori. Et je trouve ça fou qu'on en veuille à Hank Green, du coup, qui admet et qui a utilisé les LLM, alors qu'au final, franchement, beaucoup de gens utilisent des LLM. Hein. Et par contre, je trouve que cette colère qu'on arrive à diriger contre Hank Green, comment ça se fait qu'on la dirige pas beaucoup plus contre Google, qui met des aperçus IA partout ? Il y a un peu un truc, je trouve qu'on est très très sévère avec des vulgarisateurs, et à raison, hein, parce que c'est de leur responsabilité. Mais si au moins on pouvait avoir le 10e de cette sévérité par rapport au big tech, je trouve que ça serait de la colère bien investie, quoi.
Ouais, clairement, enfin, vraiment les gens se sont déchirés. Enfin, je suis en train de Ouais, regarder les vidéos YouTube, juste en cherchant Hangouin sur YouTube. Il y a ouais. énormément de vidéos qui reprochent beaucoup de choses. Et clairement, cette colère, si elle était mieux dirigée, Ah, c'est ça pourrait être beaucoup plus productif parce que le problème est clairement systémique. C'est pas. c'est pas Et, et, Rangreen, quoi. Ouais, il y ouais, a et puis. clairement manière de Ouais. questionner un peu le caractère justement addictif et juste ultra engageant des LLM qui, une fois qu'on leur a posé une question, au lieu de se contenter de donner une réponse, poussent toujours plus loin justement la conversation. Et ça donne des cas, typiquement un autre exemple, c'est un des premiers investisseurs d'OpenAI où beaucoup de gens ont suggéré il traversait une AI psychosis parce qu'il a commencé à changer complètement de manière de s'exprimer sur Twitter et a notamment avait publié une vidéo d'une dizaine de minutes, il me semble, dans laquelle il expliquait être la victime d'une cabale internationale, tout en parlant avec un langage très chat GPT-1. Il y a énormément de personnes qui se sont dit, en fait, il est forcément en train de traverser une AI psychosis. Mais c'est des personnes qui, à la base, étaient vraiment à l'origine du développement d'OpenAI ou du financement, donc qui sont censés bien connaître les contours du produit, mais qui se font quand même piéger, quoi. Hmm. Ouais, clairement. Ce qu'on voit, enfin, juste sur Hangouin, ce qu'il a fait, bon, utiliser les chatbots pour écrire les scripts, je pense que c'est un big no-no, enfin big. En tout cas, dans la discussion qu'on a eue avec d'autres youtubeurs scientifiques, ça a semblé quand même quelque chose de mal vu, enfin très mal vu, je dirais même, dans la communauté. Bon, après, c'est pas, enfin, il dit ne pas l'avoir fait, en tout cas. Ouais, il C'est même dit pas que, ça le il problème. dit, ouais, parce que en fait là, je suis sur Wikipédia et a priori c'est vraiment pour l'assister dans la recherche, tu vois, dans la recherche documentaire pour des scripts de vidéo. Donc c'est pas pour écrire un script, c'est ce qu'il dit. Après, effectivement, l'expression dont tu parlais, il l'a dit face cam et c'est une expression de LLM, donc les soupçons existent. Ouais, mais du coup, ça pose aussi la question, parce que, enfin, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que, enfin, avec Jean-Loup, sur le fait que c'est un problème systémique et au final, il faut de la régulation, faut quelque part, et en particulier, je pense que c'est très lié à la protection des créateurs de contenu de qualité, à la mise en avant de leur contenu. Bon, on revient aux algorithmes de recommandation encore une fois, mais c'est vraiment une partie Bien sûr. importante de la guerre informationnelle. Tant que c'est le statu quo, ça pousse tous les créateurs de contenu, surtout ceux qui sont financièrement dépendants de cette activité, à avoir des comportements qui, enfin, maximisent un Bien peu sûr. plus la productivité, quoi. Ouais. Par productivité, j'entends la quantité de contenu publié et pas forcément leur qualité, quoi. Donc il y a clairement cet aspect. Après, je pense qu'il y a aussi un autre aspect que j'ai trouvé intéressant dans la discussion avec les autres youtubeurs scientifiques, c'est la définition des normes, que ce qu'on considère, en tout cas entre nous, comme étant des usages raisonnables de ces systèmes et des usages qui sont bon, clairement problématiques et des usages qui sont borderline ou controversés. Ce qui, par exemple, un des usages qui avait l'air d'être assez consensuel finalement dans la discussion, c'est d'utiliser ces chatbots comme relecteurs. C'est-à-dire qu'on a Hmm. déjà écrit le script et du coup, ça nous permet de faire une analyse a posteriori du script, notamment pour empêcher soit les tournures trop problématiques, ou soit enfin, le genre de choses sur lesquelles un viewer critique va sauter, parce que c'est Ouais. une petite erreur qu'on a faite. Et donc ça, je pense que c'est quand même un usage qui, en tout cas, ça semblait émerger comme étant raisonnable, avec tous les astérisques aussi qui viennent de la manière dont ces systèmes sont conçus, les violations de droits d'auteur, ce genre de choses. Mais voilà, enfin, si on utilise ces systèmes, ça apparaît être le genre d'usage raisonnable, alors que les utiliser pour écrire et générer le script, ça semble très problématique, ne serait-ce parce que en fait la fiabilité, enfin, dès que ça écrit un très grand nombre de mots sur des sujets pointus, enfin, le risque d'une erreur est devenu, enfin, est encore beaucoup trop grand Hmm. pour qu'il soit considéré, en tout cas dans la communauté des créateurs scientifiques, comme étant un usage raisonné. Ouais, et non, et ça pose une question philosophique qui est hyper importante sur juste le processus créatif, que ce soit pour créer une vidéo YouTube ou que ce soit pour créer par exemple un morceau de musique. Je pense qu'on aura le temps d'y revenir par rapport à la Convention citoyenne. Mais sur, en fait, quel est l'objectif de ce qu'on fait? Est-ce que c'est uniquement, on cherche uniquement à optimiser l'efficacité ou le résultat de quelque chose et ce qui compte, c'est uniquement en fait
la vidéo et ce qui est dit dedans, ou est-ce que justement en tant que créateur, il n'y a pas quelque chose de très profond ou très utile dans le processus justement de création et le fait d'utiliser son propre cerveau et mobiliser ses propres connaissances pour créer du contenu. Euh, donc ouais, je pense que ça touche aussi à ce sujet-là, quoi. Ouais, et je viens de regarder et de montrer un peu Hank Green sur YouTube. Effectivement, il y a des vidéos qui ont l'air un peu énervées. Euh, et du coup, tu disais, juste avant, on revient toujours aux algos de recommandation. Et du coup, c'est le deuxième truc aussi dont je voulais qu'on parle. Je sais pas si vous avez vu ça. C'est assez extraordinaire et c'est très tournesolesque pour le coup. C'est ça. C'est YouTube AI Detection Kicked Us in the Face. En gros, là, c'est une vidéo de la chaîne très connue Kurzgesagt et qui explique que ils ont fait une vidéo qui cassait tout selon tous les standards un peu classiques. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que elle a performé très très mauvaise, de manière très très mauvaise, parce que d'une manière un peu étrange, parce que à peu près toutes les métriques étaient bonnes, les gens y cliquaient, tatati tatata, mais bizarrement, personne voyait la vidéo. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben en fait, il s'est passé que l'algo de AI Slop de détection de YouTube a cru que c'était de l'AI Slop et du coup a invisibilisé la vidéo. Donc bon, forcément, c'est une chaîne qui a quasiment 20 millions, je crois, d'abonnés. Du coup, bon, on ne fait pas du souci pour eux. Ils ont eu YouTube, donc ouais, 25 millions. Ils ont eu YouTube qui leur a dit de re-uploader la vidéo et qu'elle n'allait pas être considérée de l'AI Slop, donc ils allaient avoir la diffusion. Mais en fait, c'est un exemple incroyable pour dire, en fait, c'est pas les youtubeurs et les youtubeuses qui ont la main sur le succès de leur vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez faire une vidéo qui a un énorme potentiel, qui fait tout bien, qui clique bien, où les gens ils restent sur la vidéo, enfin, sur toutes les métriques un peu connues. Mais en fait, si YouTube décide de pas montrer votre vidéo, elle n'aura aucun reach, elle ne fonctionnera pas. Et là, il y a vraiment ce truc où on voit à quel point il y a une éditorialisation algorithmique, il y a une responsabilité, et que en fait, en dernier recours ou en dernière instance, qui a la maîtrise, c'est YouTube, c'est Google. Et ils ont beau dire tout ce qu'on veut, en fait, ben, ils ont le pouvoir d'amplifier et de rendre visible n'importe quelle vidéo, et ils ont le pouvoir d'en invisibiliser n'importe laquelle, même quand une chaîne YouTube a 25 millions d'abonnés et a tout bien fait selon les standards actuels. Et je trouve que bah c'est absolument un super exemple du pouvoir des algorithmes de recommandation. Ouais, à l'inverse, il y avait eu le documentaire sur l'histoire de DeepMind, donc qui est une entreprise Ah ouais, exactement. achetée par Google il y a quelques années. Et du coup, c'est un documentaire qui a fait des centaines de millions de vues, mais en un temps absolument record. Il me semble qu'aujourd'hui, elle doit être peut-être dans les 500 millions de vues, quelque chose comme ça. Ce qui aujourd'hui se fait plus trop sur YouTube. Et donc, c'est vraiment un documentaire qui est au service, pour le coup, du narratif de Google. Je sais Ouais. pas si tu veux voir le nombre C'est de... ouais, j'y vais. C'est on est à ah non, c'est pas celui-là. C'est pas celui. Ah, c'est le trailer. Le trailer Ouais, est c'est à 800 000 vues. 440 millions, je crois que j'ai vu à droite. Attends. Ouais, 441 millions, ouais. Et c'est vraiment. Et avec un très peu. Pour 440 millions de vues, en fait, il y a assez peu de commentaires. Donc, ça, c'était un des trucs qui nous avait fait à l'époque soupçonner que toutes les vues n'étaient pas forcément aussi naturelles, authentiques qu'on pouvait l'espérer. Ouais, et ces deux exemples qui sont vraiment intéressants parce que d'un côté, un contenu est sous-recommandé, de l'autre côté est sur-recommandé. Exactement. Et c'est des choses que, avec la responsabilité éditoriale telle qu'elle est comprise, telle que je la comprends en tout cas dans la loi, ce ne sera pas facile d'attaquer ça. Parce que la responsabilité éditoriale telle qu'elle est pensée souvent, c'est plus si tu recommandes quelque chose de problématique qui cause un tort, à ce moment-là, la personne peut poursuivre en justice et du coup, il y a un risque juridique par rapport à ça. Mais il n'y a pas de risque juridique, en tout cas qui a été pensé pour l'instant, sur le fait d'amplifier massivement un contenu qui est parfaitement factuel mais qui est biaisé. Vraiment, moi, j'insisterai jamais assez sur le fait que pour moi, la fausse information, c'est un faux problème. Quand on voit le succès de cette vidéo,
c'est vraiment, c'est pas ça le problème, c'est l'angle qui est pris, le choix du sujet, et puis le ton qui est pris. Enfin là, c'est vraiment un documentaire de cool washing, enfin qui est extrêmement élogieux, non seulement vis-à-vis de l'IA, de ce potentiel, avec toutes sortes de biais sur l'intelligence, cette glorification de l'intelligence de ces systèmes, et bien sûr tout ce qui est cybersécurité, impact sociétal, tout ça, c'est complètement mis de côté. Et donc vraiment, je pense que malheureusement la loi est pas, enfin même dans le bon scénario où la responsabilité éditoriale devient vraiment importante, il y aura encore un chemin à faire pour se dire, en fait, il y a vraiment il doit y avoir une gouvernance collaborative de qu'est-ce qui devient viral. Tu vas adorer. Du coup, je sabre un peu le programme pour aller à un lien que j'avais prévu de montrer, mais plus tard, mais qui est vraiment pile poil dans ce que tu dis. Du coup, c'est une émission là que j'ai écoutée qui était pas mal. Désinformation et propagande, l'Europe comme terrain de jeu des ingérences étrangères. Et en fait, c'est d'instrumentaliser. Attendez, je vais vous retrouver pile poil le moment. C'est à 32-15. En fait, là, c'est un mec qui s'appelle, je connaissais pas, peut-être que vous connaissez, Marc-Antoine Briand de Viginum, qui dit exactement, Rab, écoute. Briand et chef de service. La caractérisation, c'est le travail d'analyse pour créer des faisceaux d'indices concordants qui nous permettent de caractériser des modes opératoires. Et ça, c'est un point extrêmement important du métier de Viginum, c'est que nous ne travaillons pas sur les contenus, nous ne travaillons pas sur les narratifs, nous travaillons sur les procédés inauthentiques, les techniques de diffusion, les modes opératoires utilisés pour diffuser un contenu. Et à la rigueur, je vais vous dire, peu importe le contenu. Puisque d'une certaine manière, une des tendances qu'on observe aujourd'hui, de la part des acteurs étrangers malveillants, c'est non pas de créer du faux pour faire la campagne de manipulation de l'information, c'est d'instrumentaliser les faits, d'une certaine manière, d'instrumentaliser le vrai pour faire leur campagne. Ça, c'est une tendance aujourd'hui qu'on observe et qui commence à devenir majoritaire. Marc. Et je trouve, il dit exactement ça. Et ce qui est marrant, c'est qu'il le dit du coup pour les ingérences étrangères. Donc il parle d'authenticité. Donc on essaie de voir qu'est-ce qui est authentique ou qu'est-ce qui est pas authentique. Et donc ils arrivent à détecter en gros les mouvements sur les réseaux sociaux qui sont pas authentiques. Et ce qu'ils veulent dire par pas authentique, c'est ils veulent juste dire qui est manipulé par un État, une entreprise et tout. Mais si tu intègres à cette non-authenticité juste ce que fait la plateforme, en fait, tu n'as rien qui est authentique sur une plateforme. Parce qu'en fait, si c'est pas une puissance étrangère, c'est la plateforme elle-même qui en fait qui instrumentalise en fait les faits ou qui peut les instrumentaliser, qui les instrumentalise en tout cas au service d'intérêts économiques et sans se soucier de la destruction de nos systèmes et des démocraties. Et donc en fait, il y a un enjeu à aller encore plus loin que ce que dit Marc-Antoine Briand, de essayer de voir ce qui est inauthentique comme manipulé par des États, mais juste de dire en fait comment on fait pour ce que tu disais et ce qu'on disait, gouverner collaborativement, démocratiquement ce truc, parce qu'en fait tout est inauthentique au sens où rien n'est démocratique dans la manière dont c'est arbitré. Et je trouve que cet exemple, en tout cas, il dit exactement ce dont on vient de parler, quoi. Il dit vraiment, on s'en fout si c'est faux ou si c'est vrai, en fait. C'est même pas la question. Ouais, non, Après, Viginum, ils sont restreints en termes de scope, là, parce que du coup, c'est la protection contre les ingérences étrangères. Ouais. Mais par contre, à ma connaissance, en tout cas, Viginum n'intègre pas dans l'ingérence étrangère des algorithmes de recommandation qui sont étrangers pour la majorité. C'est ça. Mais déjà, je trouve que tu vois, la réflexion, elle est quand même... Enfin, sa phrase, elle est très bonne. Je trouve que déjà... Et tu sens qu'en fait, il est sensible exactement comme nous, on est sensible. En train de dire, non, mais en fait, c'est pas la question. Faut qu'on switch le débat. Et faut qu'on le switch des fake news à des faits instrumentalisés. Ouais, et du coup, tu as cette question aussi dans un système démocratique que l'attention de la société, elle peut très bien se porter sur des sujets qui sont certes vrais, où il n'y a pas de manipulation, mais juste qui n'ont pas d'intérêt et qui ne nécessitent pas de prise de décision. Je pense que voilà, ça fait aussi partie de l'éventail des stratégies de manipulation étrangère. Juste si on a une culture qui est focalisée soit sur des choses triviales, soit sur des choses qui ne nécessitent pas vraiment de prise de décision par rapport à d'autres sujets beaucoup plus urgents, et il y a une forme d'effondrement qui s'ensuit, quoi. Ouais, et je pense en fait Viginum a pas mal évolué. Enfin, alors je connais pas exactement tous les processus internes, mais un moment important, en tout cas dans l'histoire de Viginum, c'est les étoiles de David qui ont été dessinées sur des murs. Le truc qui était parfait, enfin
factuellement, il y avait des étoiles de David qui ont été dessinées sur des murs, qui ont été utilisées pour vraiment donner énormément d'attention au sujet de l'antisémitisme et du coup des tensions, quoi, des sujets extrêmement clivants qui divisent la France, qui créent beaucoup de tensions. Et là, je pense que Viginum s'est bien rendu compte que, en fait, on peut déstabiliser un pays en paralysant le pays, tout simplement avec une espèce de schizophrénie, quoi, en termes à l'échelle du pays. C'est-à-dire qu'il y a vraiment deux clans qui n'arrivent plus à communiquer entre eux. Et du coup, ça paralyse le pays. Et tout ça juste en mettant en valeur quelque chose qui est factuel, c'est-à-dire des photos qui ont été prises avec une caméra d'un événement. Quoi. Ouais, par rapport à ça, justement, ça avait été montré que des fermes à trolls russes avaient réussi à distance à générer des confrontations physiques entre citoyens américains en poussant juste d'un côté la vision radicale de droite et de l'autre côté la vision radicale de gauche et que tout ça peut se faire à distance, quoi. Oui, en fait, en appuyant juste narratif et en versant Ouais, en jetant de l'huile sur le feu, quoi. c'est ça. Est-ce que sur ce que tu disais, Victor, là, sur l'attention, du coup, on a tous les deux lu le livre là je sais pas si on a déjà parlé là, mais Intensité, du coup, Intensity, enfin, moi je trouve que c'est un super livre. Si vous avez envie de lire un truc un peu complet et surtout qui va au-delà de ce qu'on entend d'habitude sur ces questions, je trouve que est un peu philosophique, mais compréhensible pour moi en tout cas. Je vous le conseille. Du coup, c'est un livre. Il est traduit par Yves Citon en français. Intensité, celui-là. Et en fait, tu parlais de l'attention et à quel point l'attention, en fait, elle est importante parce que c'est ça qui choisit le sujet. À un moment, je trouve qu'ils ont un truc très très bien. Donc, je l'ai révisé parce que la dernière fois que j'ai essayé de vous l'expliquer, j'y suis pas arrivé. Mais en fait, il dit l'attention, elle est triplement politique. Alors, elle est premièrement politique parce qu'en fait, l'attention, c'est un préalable à toute politique. Dans le sens où, pour qu'un sujet devienne politique, il faut qu'il ait suffisamment d'attention collective. Donc ça, c'est de dire l'attention, elle est politique parce que si t'as pas d'attention sur les conditions de travail, tu n'as pas de politique des conditions de travail. Si t'as pas de l'attention sur le climat, t'as pas de politique contre le changement climatique, etc., etc. Ensuite, la deuxième manière dont l'attention elle est politique, c'est en fait l'attention, elle est un sujet politique en tant que tel. Pas parce qu'elle va donner de l'attention à un autre sujet qui lui est politique, c'est parce qu'en fait maintenant, aujourd'hui, la question de qui maîtrise l'attention collective, elle est politique pas en tant que vers un autre sujet, en tant que sujet lui-même, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on est dans un système où on est tellement dépendant de l'attention que c'est un sujet politique en tant que tel. Et là, ça revient un peu à des trucs que nous, on dit souvent, c'est l'attention, avec Victor, on en parle, c'est un commun, quoi. Comme l'eau, c'est un commun, le climat, c'est un commun, la biodiversité, l'attention collective, c'est un commun, parce que sans ce commun, ben en fait, on n'arrive pas à fonctionner. Ça rejoint un peu ce que tu dis souvent, Lé, sur le doom scrolling passif. En fait, c'est pas que ton attention individuelle, c'est aussi, en fait, tu subis l'attention des autres et ce que font les autres. Donc en fait, si tout le monde est en train de doom scroller, toi tu doom scroll passivement parce que t'es isolé et t'es tout seul dans ton groupe. Voilà. Et donc il y a vraiment ce truc de voilà, l'attention, c'est un sujet politique en tant que tel. Et il y a le troisième truc. Alors le troisième truc, c'est de dire qu'en fait, quand il y a eu l'industrialisation, en fait, l'industrialisation, l'automatisation du travail et tout, ça a changé les conditions politiques. Ça a créé l'aliénation des travailleurs et des artisans et ça a créé aussi l'émergence de la conscience de classe. Et le communisme et le marxisme sont des théories politiques qui n'auraient jamais vu le jour avant l'époque industrielle. Et ce que dit Intensity, et qui est intéressant, c'est qu'ils disent aujourd'hui, on est dans un tel processus de changement mondial, politique, économique, sur la manière dont nos attentions donc sont fracturées, sont exploitées, sont extraites avec les données, etc., qu'en fait, ça change les conditions de faire de la politique. Et du coup, de la même manière que il y avait une aliénation avec l'automatisation, et bien il y aura une aliénation, il va y avoir une aliénation numérique, LLMique, IA agentique, et qu'on voit déjà, hein, c'est ce que tu disais Victor tout à l'heure avec AI Psychosis et tout, et que ça change les conditions politiques même, et qu'en fait peut-être que demain, ben en fait les combats politiques qu'il y auraient été inenvisageables dans un climat attentionnel différent. Donc voilà, moi je trouvais intéressant cette lecture en fait de dire non mais l'attention elle est politique à
à différents niveaux, et même pas juste au niveau où on y pense, elle est triplement politique, quoi. Et je trouve que c'est très bien expliqué, et c'était passionnant de lire ça. Donc je recommande, si vous savez pas quoi lire. Je pense que ça peut permettre de transitionner sur un autre sujet assez naturellement, qui est un collectif qui s'appelle Réveillons-nous, qui a une pétition sur le site du CESE pour une convention citoyenne sur l'IA. La pétition, je ne sais pas si tu scrolles un peu, tu peux voir le nombre de signatures. Et le but, c'est d'avoir 150 000 signatures, parce qu'à ce moment-là, du coup, le CESE doit se saisir de la pétition, et du coup, peut-être que la convention citoyenne aura vraiment lieu. Ouais. Et donc, ça correspond un peu à ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est assez fou, c'est que le sujet de l'intelligence artificielle est vraiment au cœur des préoccupations d'énormément de citoyens français. Vraiment, c'est une source d'angoisse. Enfin, je sais pas, je pense dans à peu près partout. En tout cas, tous les profils sociodémographiques à qui je parle, des cadres à des personnes beaucoup moins, toutes sortes de personnes. Pour toutes sortes de personnes, l'intelligence artificielle est un sujet de préoccupation majeur, quoi. Mais c'est un sujet qui aujourd'hui est qui est quasiment absent des premières campagnes politiques, en tout cas des discussions, ou en tout cas c'est très très secondaire, voire quasiment absent, parfois de façon un peu stratégique, parce que les gens savent que le sujet de l'IA, en gros les gens ne sont pas pour l'IA, et dans leur programme, en fait, ils ont des partenaires industriels en IA, et ils évitent de parler de ce sujet. Mais voilà, et du coup, s'il y avait une convention citoyenne sur l'intelligence artificielle, ou même seulement si cette convention citoyenne cette proposition de convention citoyenne sur l'intelligence artificielle faisait la une régulièrement de l'actualité, qu'il y avait beaucoup plus d'attention donnée à ce sujet, on aurait un impact politique qui est ce que tu dis, Jean-Loup. D'un côté, on donne plus d'attention à ce sujet, d'autre part, on peut se mettre en capacité à agir sur cette question et à avoir des régulations. Et puis, enfin, ça change les incitatifs des politiciens. Si tout à coup, le sujet devient tellement prédominant et c'est clair que, 80% des Français veulent réguler drastiquement l'intelligence artificielle, ce qui est un peu le cas quand on voit les sondages, ça force les politiciens à changer un peu, ça change le jeu, quoi. Et ils sont obligés un peu plus de se positionner par rapport à ça, sans doute d'aller avec le consensus citoyen, notamment dans l'optique des présidentielles 2027. Et donc voilà, c'est pour ça que je pense que c'est extrêmement important aujourd'hui de pousser ce sujet et signer cette pétition qui va vous demander de vous enregistrer en tant que citoyen français via France Connect. Donc ça prend plusieurs clics et quelques mots de passe. Mais voilà, c'est des choses qui seront qui peuvent vraiment faire avancer ces questions-là. C'est aussi, je pense, quelque chose d'assez fort symboliquement, une convention citoyenne sur l'IA concernant une technologie qui est tellement en fait antidémocratique. Moi, ça me fait penser justement au début un petit peu de la vague ChatGPT, où les institutions politiques américaines étaient tellement dépassées par le phénomène qu'elles avaient invité l'industrie de la big tech, les Musk, etc., pour leur demander comment les réguler. Ce qui est un peu l'équivalent à demander, tu vois, si tu veux enfermer quelqu'un, je sais pas, si tu veux attacher quelqu'un à un poteau, la personne, en gros, tu lui demandes de s'attacher elle-même, quoi. C'est un peu l'équivalent sur la régulation. C'est tiens, attachez-vous vous-même. Ils ne le feront jamais. Et du coup, on peut anticiper le fait qu'ils vont pas bien le faire. Donc, il y a aussi ce truc vraiment où on est face à une technologie qui se développe de manière tellement antidémocratique que le fait de proposer une convention citoyenne, ça fait sens. Et Jean-Loup, tu parlais tout à l'heure d'attention. Il y a aussi ce truc avec la convention citoyenne qui est intéressante, où on crée un petit peu cette oasis dans laquelle des citoyens vont discuter, mais sans être sans craindre en fait la manipulation algorithmique des plateformes. Parce qu'aujourd'hui, on a vraiment complètement normalisé le fait qu'une grosse partie du débat public se passe sur les plateformes qui traitent notre attention comme un moyen et non comme une fin. Donc il y a quelque chose de très contradictoire à se dire on veut améliorer la vie en ayant un débat public démocratique, mais ce débat, il se passe sur des médias, que ce soit la télévision en son temps, même aujourd'hui, ou les réseaux sociaux, qui sont pas là pour faire avancer le débat public, mais qui sont là pour... voilà. Non, mais c'est ça qui est fou, c'est qu'on veut avoir un débat démocratique sur des plateformes qui sont complètement antidémocratiques.
C'est juste, non, il va y avoir un problème. Et ce truc de convention citoyenne, en fait, que ce soit une convention citoyenne ou que ce soit une manière de se réapproprier cette question, c'est ça qui est essentiel, parce que c'est le truc dont on a parlé tout à l'heure. En fait, tout est inauthentique sur les plateformes. Alors que ce soit de la manipulation étrangère ou de la manipulation par les propres plateformes, en fait, c'est là où il faut reprendre et remettre de la gouvernance démocratique dans ces plateformes. Bon, après, peut-être qu'on se répète, hein, c'est vraiment un truc, on est très convaincus. Ouais. Et puis, je pense qu'il y a un autre aspect qui est intéressant sur la Convention citoyenne sur l'intelligence artificielle, c'est déjà faire émerger des consensus déjà existants dans la société. Mais après, il y a un autre aspect, c'est que la Convention citoyenne, les gens sont tirés au hasard, mais après, il y a la formation, il passe, et puis la délibération, il passe vraiment toute une année, enfin plusieurs mois en tout cas. Bon, les détails seront bien sûr à décider, mais il passe pas mal de temps vraiment à réfléchir à ce sujet, à creuser le sujet. Et je pense que c'est quelque chose que malheureusement on n'a pas forcément le temps ou l'envie de faire. Donc ça serait vraiment aussi une bonne occasion, notamment d'aller au-delà du discours marketing, parce que vraiment on tire quelqu'un au hasard aujourd'hui dans la rue et ce qu'il a entendu de l'intelligence artificielle, le gros de ce qu'il a entendu est bourré de conflits d'intérêts. Enfin, la communication sur l'intelligence artificielle qui est prédominante dans les médias et en tout cas en dehors des conversations entre amis, quoi, c'est vraiment dominé énormément par des employés ou des personnes qui ont des conflits d'intérêts avec ces entreprises, quoi. Du coup, si on organise une convention citoyenne, faudra être strictement, très strict sur quels experts vont venir expliquer et présenter leur point de vue, parce que on peut faire tout à fait confiance aux big tech pour essayer de noyauter la convention citoyenne et venir envoyer des experts expliquer à quel point l'IA va pouvoir sauver l'humanité et notre manière de vivre ensemble. En fait, ce combat-là, encore une fois, hein, c'est aussi là, il aura forcément lieu. Ouais, Victor parlait des États-Unis qui ont, pour réguler l'IA, ils ont demandé aux dirigeants de l'IA. En France, c'est un peu mieux, mais c'est pas beaucoup mieux, quoi. La commission sur l'intelligence artificielle commandée par l'IA générative, je crois que ça s'appelle, ou le nom a changé en août, je crois. Mais voilà, c'est un truc commandé par Emmanuel Macron. Dedans, il y a une employée de Google, il y a un employé de Meta, Facebook, et il y a le dirigeant de Mistral. Voilà, c'est des gens qui ont clairement pas intérêt à réguler l'IA, quoi. Du coup, c'est comme si à la Convention citoyenne pour le climat, on avait demandé à la directrice communication de Total de venir expliquer comment on peut lutter contre le changement climatique. Alors d'ailleurs, je sais pas, ce serait intéressant, mais je pense que pour le coup, sur un sujet comme le climat, on est beaucoup plus conscient en tout cas, et l'écosystème médiatique est beaucoup plus conscient des conflits d'intérêts que dans le cas des big tech, quoi. Dans toutes les industries. Enfin, vraiment, je pense que l'IA, c'est l'IA qui fait l'exception, enfin, comme souvent. Ouais. En IA, on peut avoir le plus grand vulgarisateur scientifique de France en IA, en tout cas, qui devient un employé d'une entreprise privée états-unienne, et en fait, il applaudit, quoi. Je laisse les auditeurs chercher qui c'est, s'ils sont curieux. Attends, après ces mauvaises nouvelles, je propose qu'on parle d'une bonne nouvelle, qui est ça. Oula. Ah, il faut que je m'abonne à Reuters. Bon. Ouais, après, il y a plein d'articles qui parlent de ça, donc je pense que tu cherches Meta, 1,4 trillion, t'es sûr de trouver plein de choses. Je crois que la plupart des articles sont des copier-coller aussi de l'article original. Hop, Business Insiders. Voilà. Donc le procès pour le plus grand montant de l'histoire de l'humanité. Le plus gros procès de l'histoire de l'humanité. Et alors, et ça serait quand le résultat de ce truc-là? Ça va durer des années, non? Ouais, alors pour les auditeurs qui n'ont pas l'image, on parle d'un procès contre Meta à 1400 milliards de dollars. 1400 milliards de dollars, c'est la moitié du PIB de la France. J'ai pas regardé ce que ça fait en termes de dette, je sais plus c'est quoi la dette, mais ça soulagerait beaucoup la dette française si c'était la France qui récoltait
cette amende. Et c'est à peu près la valorisation boursière de Meta. C'est à peu près Il la tourne récemment. autour de cette valeur depuis un moment maintenant. Bah, du coup, on réduirait la dette française de moitié. Bah, ça serait une bonne nouvelle, hein. Voilà. Bon, alors c'est pas pour les. Non, je crois C'est pas qu'il pour la il y a France. un peu les États, mais en fait c'est plus des particuliers. Enfin, c'est Ouais, une class une action. class action. Donc, voilà. Et c'est vraiment la suite logique de. On en parlait déjà dans. Je sais pas si c'était le premier podcast de cette série, mais dans un podcast antérieur de ce cas en Californie où une plaignante a reçu 6 millions de dollars de dommages et intérêts D'accord, ouais. de Meta et de YouTube et de Google pour l'avoir poussé à la dépression. Et puis, alors à l'époque, il y avait déjà 1600 cas similaires et quand on faisait la multiplication, c'était seulement 10 milliards de dollars. Mais visiblement, ils ont trouvé plus de gens et ça doit être très très difficile. Et bah, du coup, ouais, c'est juste la multiplication, quoi. Ouais, ouais. Et du coup, effectivement, là, on commence à parler d'amendes qui mettent en péril le modèle économique de ces plateformes. Et c'est ce que tu disais d'ailleurs la dernière fois, hein, on est au moment des années 80 où il y a eu les class action, je sais pas, années 80 ou 70, mais où il y a eu les class action contre le tabac et qui a vraiment eu un impact fort sur la régulation du tabac. Ouais, Sachant qu'il y a déjà eu vraiment des auditions extrêmement fortes symboliquement des gros patrons de la tech, dans lesquelles on pouvait se dire, bah, après de telle audition et de telles preuves accablantes, bah, il va y avoir vraiment un changement de paradigme énorme. Mais ça n'a pas forcément été suivi par des amendes qui avaient vraiment des conséquences fortes sur ces réseaux sociaux. Mais là, du coup, on parle de montants qui sont complètement différents, quoi. ouais. Et donc l'objet, c'est vraiment la responsabilité éditoriale de ces algorithmes qui ont poussé, du coup. euh, et donc la plateforme n'est plus neutre. Enfin, c'est vraiment un peu le changement de paradigme Ouais, de la régulation des plateformes numériques. Avant ça, on se disait c'était avant tout des services d'hébergement de contenu. Et du coup, en gros, les gens publiaient des choses, ces plateformes hébergeaient ces contenus et republiaient des contenus qui étaient hébergés. Et ça, c'est protégé par la section 230, c'est-à-dire que si la personne qui a mis en ligne, enfin mis sur la plateforme des contenus, bah, elle a mis des contenus problématiques, pédopornographiques ou je sais pas trop quoi, la plateforme qui les héberge n'est pas responsable. Et donc ça, c'est l'argument qu'utilisaient les plateformes pour dire, bah, on n'est pas responsable des contenus problématiques qu'on diffuse ensuite. Et vraiment le changement de paradigme, c'est de se dire, en fait, il y a un truc qui a changé, c'est que vous avez un algorithme de recommandation et que cet algorithme de recommandation a un rôle actif extrêmement important sur ce que les gens consomment. Et du coup, ça vous rend responsable des torts que vous causez via la diffusion de contenu. Et donc ça, c'est vraiment un truc vraiment... et ça vient des États-Unis, hein, vraiment, qui ont vraiment changé ça. Et c'est en train d'être repris en Europe. On en avait parlé la dernière fois, mais notamment, il y a un ouais, arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne qui dit que bah, donc en France, en Europe, ça s'appelle la directive 2031, qui s'applique aux plateformes d'hébergement. Elle ne s'applique pas aux plateformes qui ont un algorithme de recommandation actif et influent. Ouais, je pense que et la critique, en plus de ça, elle a pris du volume, notamment avec le fait qu'il y a eu beaucoup de documents internes de ces entreprises, bah, comme fut un temps avec justement les autres industries et celle du tabac, mais qui ont montré aussi à quel point des entreprises comme Meta n'étaient pas simplement une plateforme d'hébergement, mais on pense par exemple à des slides internes d'entreprises qui montrent que Meta a juste des armées de psychologues qui essayent de comprendre comment fonctionne la psychologie d'adolescents pour derrière justement créer le produit le plus addictif, quoi. ouais, Euh, ouais. Ça a été notamment aussi le cas avec des mails internes qui montrent que bah, certains employés qui étaient bien conscients justement des problèmes de santé mentale que posait par exemple les algorithmes de Meta, lorsqu'ils prévenaient leur direction de ces problèmes-là, bah, quasiment systématiquement il y avait priorité à la croissance. Ils disaient que ces manifestations-là étaient omises, quoi. Ouais. Ouais. Et, Et- et messieurs, tu vois, juste pour faire le parallèle et espérer qu'on est vraiment là avec le tabac, il y a eu 800 plaintes et procès privés intentés par des gens qui avaient eu sûrement des cancers du poumon ou des mésaventures comme ça. Il y en a que deux
qui ont gagné parmi les 800, tellement le tabac se défendait bien jusqu'en 94. Et en fait, c'est là où il y a commencé à avoir des class actions, notamment des États qui ont porté plainte. Et là, en fait, ça a contraint de 94 à 97, pour le coup, le tabac à essayer d'atteindre des agreements, enfin des accords, pour le coup, pour essayer de limiter la casse, parce que là, une fois qu'il y a des class actions qui se font, on commence à avoir une sorte de mutualisation de moyens, en fait, qui font qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre ces procès, quoi. Et donc là, il commence à y avoir une inflexion. Il peut y avoir des inflexions qui sont significatives. Et du coup, il faut qu'on atteigne cette inflexion le plus vite possible avec les plateformes et les IA de recommandation et les IA génératives. Je peux pas m'empêcher de dire quelques mots de la recherche scientifique qui, on peut se demander si, comme l'a dit Victor, hein, c'est vraiment les leaks internes qui ont permis de faire avancer les choses, quoi. Et je trouve que la recherche scientifique ne donne pas assez d'importance à ces fuites internes. Et c'est vrai pour les réseaux sociaux, mais je pense, mais c'est aussi, ça a été déjà le cas pour toutes les autres industries. Quand on regarde le tabac, ça va bien avant. Quand on regarde le climat, les industries du pétrole, il y avait des documents internes dans les années 50, 60 qui parlaient déjà de tout ça. Quand on regarde les PFAS, tout ce qui est agroalimentaire, les pesticides et tout ça, vraiment, ça doit nous forcer à avoir une présomption alors pas de culpabilité, mais une suspicion de quelque chose est a priori problématique dans ces produits. Et tant qu'on n'a pas de garantie, on n'a pas suffisamment de délai de données pour pouvoir être confiant sur le fait que ces outils sont bien au service et sont sécurisés, on ne doit pas apparaître sur un plateau télé et dire on n'a pas prouvé que tel truc est dangereux. Enfin, ça devrait être une phrase qui devrait être en sens interdite. Mais là, on revient sur la présomption de non-conformité. On présume, si les industries n'ont pas prouvé que c'était neutre ou bon, en fait, par défaut, on dit non, mais en fait, vous voulez faire de l'argent, donc par défaut, c'est que y a sûrement des conséquences négatives que vous essayez de cacher. C'est une présomption de suspicion, quelque part. Ouais. D'autant plus importante quand ça touche des milliards de personnes. Donc Facebook, aux dernières nouvelles, c'était quelque chose comme 3 milliards d'utilisateurs actifs, mais si on combine ça avec Instagram, ça fait beaucoup. Et du coup, le fait que ces plateformes en fait disposent de moyens de recherche qui sont juste sans équivalent par rapport à des chercheurs qui seraient à l'extérieur. Mais l'un des exemples, c'est justement l'expérience psychologique qu'avait menée Facebook sur ses utilisateurs, où ils avaient d'un côté créé une classe d'utilisateurs à qui ils montraient des posts positifs, qui du coup les mettaient de bonne humeur, c'est ça qu'ils avaient vérifié via la recherche, et de l'autre, ils avaient présenté des informations négatives à d'autres utilisateurs. Donc en gros, ils ont déprimé des utilisateurs sans que ceux-ci soient mis au courant. Donc voilà le pouvoir qu'ils peuvent avoir. Donc, sur un nombre d'utilisateurs, c'est eux qui choisissent, hein. Donc ça peut aller jusqu'à beaucoup. Et ça, c'est uniquement les expériences qui ont été rendues publiques. Donc on peut se demander quels autres types d'études justement à réaliser Meta en interne sur des sujets similaires. Je mets l'étude. Contrairement aux autres industries, là, ces industries ont vraiment le monopole des données compromettantes, ce qui devrait nous rendre encore plus méfiants par rapport à elles. Ouais. Et là, tu voulais parler d'un Toulousain qui compte, un vrai Toulousain qui compte dans le YouTube game, contrairement à d'autres. Qui a vraiment un impact, lui. Quelqu'un qui pèse, quoi, ouais. En fait, ça rejoint un peu le sujet de la gouvernance collaborative, de qu'est-ce qui devient viral, parce que en gros c'est TPZ qui a fait une vidéo récemment il y a quelques jours sur Legend. Legend, c'est cette chaîne YouTube qui est devenue extrêmement influente avec des interviews un à un avec souvent des invités, beaucoup d'invités problématiques, en tout cas qui ont clairement un biais
enfin, globalement, il y a un biais assez marqué politique, et notamment, et du coup, il y a des conflits d'intérêts en fait quand on fouille, enfin, en tout cas quand TPZ a fouillé, que j'avais déjà entendu. Il y a aussi une vidéo sur le Monde, sur le Monde qui, je vais dire le Monde.fr, mais sur la chaîne YouTube de Le Monde. Il y a une vidéo aussi sur les John qui parle de ces problèmes. En gros, c'est très très proche de la droite, notamment de gens autour de Sarkozy. Et voilà, le discours est aussi très à droite. Mais au-delà de ça, il y a aussi des problèmes vraiment avec la personne, le présentateur, Guillaume Pley, qui est accusé de management toxique, de relations problématiques avec notamment les collaboratrices, avec les femmes. Et y compris dans le choix des intervenants, il y a pas mal de biais qui sont jugés très, très problématiques. Et surtout, j'ai l'impression que ce qui était beaucoup mis en avant, c'est le fait qu'il déroule le tapis rouge et il fait pas un Exactement. travail de journaliste contrefactuel. C'est-à-dire qu'en gros, il laisse l'invité parler, même si l'invité dit des énormes dingueries que tu devrais dire. Non, mais est-ce que vous êtes sûr? Comment vous savez ça? Enfin, il y a aucun autre. C'est vraiment, il sert la soupe, quoi. Ouais, ça aussi, c'est un truc, même si, parce qu'il y a d'autres médias qui vont essayer d'inviter des gens à gauche et à droite, par exemple, mais qui vont être beaucoup plus durs avec certains intervenants, où ils vont poser des questions difficiles, et avec d'autres intervenants, ils le laissent parler pendant des heures. Je pense à Thinkerview, pour pas les nommer. Donc voilà, donc ça pose la question de qu'est-ce qu'un contenu informationnel qui est vraiment recommandable, quels sont les biais globalement, et comment est-ce qu'on gouverne ça, parce qu'aujourd'hui ces contenus sont en fait beaucoup plus amplifiés par les algorithmes. Et je pense que il y a sans doute une partie qui est un peu organique, mais une grosse partie est aussi manipulée. On sait que derrière ces systèmes, il y a énormément d'industries d'amplification des vues, avec à la fois des comptes, des mouvements coordonnés de communautés, mais également toutes sortes de faux comptes. Et un autre événement qui a été intéressant par rapport à cette affaire, c'est que suite à la vidéo de TPZ, du coup le youtubeur toulousain qui dénonce Legend, rapidement en fait sa vidéo a été enlevée de YouTube parce que il y a un ayant droit qui a utilisé du coup une fonctionnalité dans YouTube il a demandé au système de YouTube de retirer cette vidéo parce que d'après lui elle violait les droits d'auteur, parce qu'il y avait un extrait du coup de sa vidéo qui avait été utilisé. Donc la défense en tout cas de TPZ, c'est que en fait c'est vraiment du fair use, quoi. C'est vraiment un truc classique. On le voit dans toutes les vidéos, hein. Il y a souvent des extraits assez courts qui sont utilisés pour être commentés ensuite après coup. Et ça, c'est jamais modéré. C'est jamais retiré. C'est vraiment un usage usuel qui est également dans la loi, autorisé par la loi. Mais là, le contenu a été retiré suite à cela. Et il y a différents journalistes se sont vraiment emparés de cette affaire et ont investigué. Et en gros, cet ayant droit est un proche, un collaborateur de Guillaume Pley, qui est la personne critiquée. Et du coup, ça pose aussi la question en fait, c'est un terrain de guerre, en fait, faut se dire, et que tous les moyens vont être utilisés. Ça me fait penser aussi au bouton boost. J'ai entendu certains youtubeurs dire du bien du bouton boost, mais j'ai l'impression que les gens se rendent pas compte que ce bouton va forcément être exploité à fond par des campagnes organisées de gens qui sont beaucoup plus puissants parce qu'ils ont beaucoup plus de moyens pour humains et financiers pour faire ça. Le bouton boost, tu fais référence à quoi? Du coup, dans l'interface de YouTube, maintenant, il y a des boutons boost pour que l'utilisateur dise ce contenu doit être recommandé. Il peut le booster, quoi. Du coup, le recommander à plus de gens, quoi. Et donc du coup, les acteurs qui sont capables de manipuler des bots suffisamment authentiques pour passer en dessous des radars de YouTube va pouvoir sacrément booster certaines vidéos, quoi.
Et ça me fait penser là, juste par curiosité, elle a été. Parce que là, sur Tournesol, la vidéo de TPZ, hein, elle est encore disponible. Comment ça se fait? Elle a été, En elle a fait, elle a été été, réuploadée? c'est ça, a été Ouais. reuploadé. Et Ok. notamment au début de la nouvelle version, du coup, il explique aussi ce qui s'est passé. Ah, ok. Ah oui, elle a été réuploadée il y a 22 heures, d'accord. Très bien. C'est ça. Ah, très intéressant. Ok. Next. C'est quoi les prochains sujets dont Alors, vous voulez un parler? autre sujet que je trouve chouette à mentionner, bon, non, parce que c'est il y a des amis dedans, c'est Ouais. la suite.coop. On en a déjà parlé déjà pas mal de la suite. La suite, c'est un projet initialement de la DINUM, la Direction interministérielle du numérique, donc un organisme institutionnel français, quoi, qui est un logiciel libre open source qui permet, qui est aujourd'hui accessible à tous les fonctionnaires, à tous les agents de l'État, et qui est une alternative à Google ou à Microsoft ou ce genre de choses. Mais il y a eu des remous en interne dans la DINUM. Donc notamment il y a un papier du Canard enchaîné qui Ouais. explique que en fait ce qui se serait passé, c'est que des startups françaises se sont plaints et ont accusé. Alors, est-ce qu'il y avait que des startups françaises? Est-ce que, ouais, bon, bref. En tout cas, il y a des entreprises qui se sont plaints que la suite devenait une concurrence déloyale parce que ça venait de l'État et puis c'était en concurrence avec des services des startups. J'avoue que je comprends pas exactement pourquoi ça serait déloyal, mais Non. voilà. En tout Mais parce cas, que parce que c'est financé par l'État, je pense, c'est la concurrence déloyale, parce que ça devient un service public, donc ça sort quelque part du marché, et donc en gros, c'est comme si tu disais que les routes et la construction de routes et l'école, c'est de la concurrence déloyale, parce qu'il y a des gens qui veulent faire de la thune en faisant de l'éducation nationale. Enfin, et c'est un vaste débat de qu'est-ce qui fait, qui devrait faire partie de service public. Bah, moi, je fais partie des gens, et je pense qu'on fait tous les trois partie des gens qui pensent que un truc comme la suite numérique, ça devrait être un service public. Et du coup, là, je montre, ouais, il y a l'article du Canard enchaîné du 8 juillet, qui dit ça, hein, qui dit vraiment mécontent. Bercy avait dû convier les patrons mécontents sans parvenir à les calmer. Notamment de cette concurrence déloyale. C'est incroyable. et du coup, ce qui s'est passé, c'est que du coup, la directrice de la DINUM, alors je sais plus si elle a démissionné et tout ça, mais en tout cas, elle s'est fait montrer la sortie. Écarté. Et écarté. Écarté, ouais. C'est ça. Ouais. Bon, écarté, c'est un peu plus fort que. Ouais. Et du coup, voilà, la suite n'est plus maintenue par l'État. Ouais. Et il y a une coopérative qui s'est montée. Donc c'est une SKIC, une société. Alors, je sais plus ce que ça veut dire. Coopérative d'intérêt collectif. Et voilà. Donc elle vient de s'être lancée il y a quelques semaines. Et ils ont ouvert du coup permis à n'importe qui d'acheter des parts du coup dans la suite. Voilà, donc vous pouvez suivre les démarches comme ça et cliquer sur les boutons pour ensuite devenir sociétaire de la suite.coop. Et alors, du coup, c'est une façon aussi de supporter, de soutenir le développement du logiciel libre open source et également son déploiement alors non seulement à des services de l'État, donc ça c'est déjà le cas. Enfin, j'espère qu'ils vont continuer quand même à le maintenir pour les services de l'État. Mais la suite.coop ambitionne d'aller bien au-delà. Alors je sais plus si j'arrive à retrouver ça, mais ouais. Donc notamment là l'idée, c'est en fonction de différents paliers, ils donnent des ambitions de plus en plus grandes. Et donc là, comme ils sont à 334 700 euros récoltés suite du coup au sociétariat, ils ont passé le pilier de 200 000 euros en particulier, qui est accélérer la libération des coopératives. Et donc l'idée, c'est de rendre ces outils accessibles à différentes autres coopératives. Ah ouais. Ouais. Et le prochain palier, c'est Il est 400 où 000 euros. Donc Et c'est où tu. Ouais, c'est. Ah, ok. Descends. 400 000 euros, ouais, c'est au-dessus là. Tu peux le passer. Ah oui, 400 000 c'est euros. bon.
Ouais, À ok. 400 000 euros, l'idée, c'est de libérer les petites entreprises. Donc les entreprises de 2 à 10 salariés qui pourraient du coup accéder facilement aux outils de la suite .coop. Mais ça, Euh, c'est Tournesol, ça. Tout à fait. Alors, Ah, deux. seul, je crois qu'on est en dessous, nous. Ah, mince. Alors, je crois qu'il y a quand même une logique. Ah C'est oui, quand même des contrats. d'impact. Donc, Ouais. je pense qu'ils doivent quand même récupérer enfin, avoir des contrats, quoi. Du coup, récupérer de l'argent ensuite à cela pour jouer la maintenance de ce service. Ouais. Mais déjà, si c'est rendu beaucoup plus accessible à ces entreprises, petites entreprises, ça permet vraiment de dégafamiser, mais surtout d'avoir un modèle d'affaires durable aussi pour la maintenance de ces outils. À 500 000 euros, il passe aux indépendants et aux associations. Donc là, c'est Tournesol. À 750 000 euros, ils accélèrent la libération des communes et des universités françaises, qui en est encore beaucoup trop dépendant des GAFAM. Ouais. Et puis à 1 million d'euros, ils ambitionnent de le rendre accessible aux particuliers. Et ce n'est qu'à 1 million d'euros parce qu'il faut vraiment se rendre compte qu'en termes de logique business, le B2C, enfin servir les particuliers, c'est toujours beaucoup plus compliqué financièrement. Ouais. Donc voilà, c'est un beau projet et voilà, vous pouvez encore devenir sociétaire et du coup essayer à financer ces initiatives. Je parle de façon un peu intéressée parce que je suis moi-même sociétaire. Du coup, deux questions. Une à Victor. Victor, est-ce que tu as été convaincu par le pitch de lait? Et est-ce que tu vas devenir sociétaire? Alors moi, j'ai été convaincu à un moment là, et du coup, j'ai failli remplir le questionnaire en live, mais je voulais pas non plus montrer mon adresse directement. Mais du coup, je le ferai après, parce que Alors, je suis assez convaincu pour me rendre sur ouais, la page et prendre 10 minutes de ma journée pour bien tout lire et ouais. potentiellement inscrire mes infos. Mm. T'inquiète pas, c'est Euh, plus court que le manifeste de Off. Ça, j'imagine. et deuxième question, plutôt à lait, est-ce que la suite va faire la fameuse fonctionnalité qui te manque tant dans tout outil d'écriture collaborative, c'est-à-dire le partage par lien, sans login et avec capacité de juste commenter? C'est une bonne question. Ah ah là là Il là là, faut ok, que je tu fasse sais la pas. feature request. Ok, Euh, Peut-être aussi qu'un jour, il faudrait que je me motive à peut-être faire une pull request directement, c'est-à-dire coder la fonctionnalité et la proposer. C'est vrai que pour moi, j'aimerais vraiment avoir cette fonctionnalité juste de partage d'un document avec du coup à tout le monde, avec droit de commentaire à tout le monde. Ça me simplifierait beaucoup la vie. Parce que l'un des gros problèmes de pas mal d'autres solutions, c'est enfin, souvent c'est possible de le publier en lecture seule. Donc ça ouais, c'est déjà cool. Mais par contre, c'est pas possible. En gros, si on partage avec des droits d'écriture, et du coup là n'importe qui peut pourrir le document. Et du coup c'est un peu chiant quoi. Mais on peut pas juste avec le droit de commentaire, quoi. C'est ça dont j'ai besoin. si la suite nous écoute, ou si les gens de la coopérative La Suite nous écoutent, voilà, n'hésitez pas, vous ferez un sociétaire heureux. Faut qu'on pense juste à l'époquer sur LinkedIn quand on promouvera ce podcast. Je suis sûr qu'il y en a au moins un qui écoutera. Parfait. Moi j'ai... ouais, alors quelqu'un voulait parler du tweet de Ouais, Sam Altman? ouais, Je- ouais, très, enfin, rapidement, Retournant juste, sur la plateforme du diable. il y avait C'est... même un peu avant ça, il y avait un sujet qu'on avait abordé la dernière fois sur l'impact potentiel du smartphone sur les taux de natalité suite à de récentes études sur le sujet. Ça a Ouais, fait notamment l'objet d'un article dans le New York Times. Et, euh, et alors, il y avait un autre article dont je voulais parler, mais qui était un peu lié à ça. C'est un article du Financial Times, pardon, et qui parle de la polarisation politique entre hommes et femmes, donc qui, selon leur graphe, est en hausse dans pas mal ouais. de pays différents. Euh, Ouais. et en fait, l'article commence justement par dire que généralement, les divergences idéologiques et politiques, elles ont lieu entre différentes générations. Donc, je ne sais pas, les boomers vont avoir d'autres avis politiques par rapport à la génération suivante. Et là, aujourd'hui, on observe, alors c'est pas exactement cet article, même si c'est lié, mais et là, on observe effectivement une grosse polarisation dans plusieurs pays. Alors là où c'est le plus fort, c'est en Corée du Sud, mais il y a plein d'autres pays comme les États-Unis ou des pays européens dans lesquels cet écart augmente beaucoup.
D'où aussi le lien justement avec cette question des, euh, des taux de natalité. Et donc parmi les facteurs qui sont avancés, les potentiels facteurs pour expliquer cette polarisation politique entre hommes et femmes, donc il y a le côté réseaux sociaux, il y a le côté bulle de filtre, effectivement. Et il y a aussi le sujet de la solitude qui est avancé. Et donc ça, c'était l'article justement sur lequel tu étais juste avant, qui montre en Ouais. fait la hausse de la solitude, notamment aux États-Unis. L'article se concentre sur les hommes. Et alors, il y a une image il y a un graphe très intéressant justement dans cet article. Je vais Ouais, celui-là là. Ouais, ouais. Vas-y. qui montre en Lequel? fait l'évolution des activités. Euh, je vais, hop, vous mettre Si. juste dans le groupe. Non, mais là j'y suis, hein, sur l'article. Ah, c'est bon. Ouais, super. Alors, C'est. si tu descends un petit peu, Ouais, voilà. c'est Donc, celui-là? Ah! ouais, donc Celui-là ce là? graphe, c'est intéressant. Donc ça évoque l'évolution du temps passé par activité par Ouais. les jeunes Américains entre 2010 et 2023. Et donc en fait, les cercles qui sont en rouge, ça fait Ouais. référence aux activités qu'on fait seul. Et les cercles en bleu, c'est les activités qu'on fait avec d'autres personnes. Et donc les cercles qui sont en haut de la ligne, c'est les activités où on a passé de plus en plus de temps dessus. Donc par exemple, Ah, ouais, d'accord. en haut en rouge, on a les jeux vidéo. Ouais. Et c'est en rouge parce que du coup, c'est les jeux vidéo seuls, en l'occurrence. Ouais. Ouais. Et en 2023, en gros, les participants à l'étude ont passé 4 fois plus de temps à jouer aux jeux Ouais. vidéo, par exemple, Qu'en qu'en deux- 2010. ouais. Qu'en 2010, ouais. Et donc, en fait, on voit que les Énorme. activités qui se font avec les autres sont en baisse pour la plupart. Les points Ouais. bleus sont quasiment tous en dessous, on va dire, de la ligne, là. Et par contre, les points rouges sont quasiment tous, tous au-dessus. Ouais. Donc, en fait, les jeunes Américains sont de plus en plus seuls, enfin, font des activités de plus en plus solitaires, en gros. Et donc, l'hypothèse aussi, c'est juste que les hommes, par exemple, et les femmes ont moins le temps de se croiser, ont moins le temps d'échanger, ont peut-être moins le temps, justement, tout simplement de se comprendre. Ouais. Euh, voilà. Et je pense qu'un des trucs aussi intéressants avec le, le type d'activité, c'est qu'on voit qu'il y a une sorte de Ouais. marchandisation ou de commodification, en fait, juste du temps libre. Ouais. C'est-à-dire que de plus en plus les activités, c'est des activités marchandes, donc ça peut être les jeux vidéo. Alors par le passé, les jeux vidéo, d'ailleurs le système c'était plus on achète un jeu vidéo puis bah, on y joue. Et maintenant c'est plus le modèle de jeux comme Fortnite où on paye pas le jeu vidéo, mais du coup on paye tout un tas de trucs à l'intérieur du système et du Jeux coup vidéo. c'est des jeux qui sont faits pour être très addictifs. Et, euh, et du coup, voilà, il y a aussi cette marchandisation justement euh, du temps libre qui est assez logique puisque bah, voilà, on est dans un système économique qui cherche à marchandiser juste pour se perpétuer, euh, mais qui n'a pas l'air de forcément rendre les gens beaucoup plus heureux. En tout cas, ça permet pas forcément aux gens de trouver du temps ensemble, quoi. Ouais, et puis il y a un autre truc qui est marquant dans le schéma. Donc il y a cette différence entre les activités bleues dans lesquelles on passe moins de temps versus les activités rouges solitaires dans lesquelles on passe plus de temps ces 13 dernières années. Et il y a aussi le fait que les activités qu'on fait en groupe, on les estime et on les juge a priori plus meaningful, on leur donne plus de sens que les activités solitaires rouges qui ont augmenté, qui sont jugées là être moins porteuses de sens en fait. Et ça rejoint aussi un truc, alors je l'ai pas sous la main, mais des applis ou des plateformes où en fait on se rend compte que les plateformes et que les applications sur lesquelles on passe le moins de temps sont les plateformes qu'on trouve le plus utiles et le plus pratiques, alors que les plateformes et les applications sur lesquelles on passe le plus de temps, en fait, c'est du regret time, du temps qu'on regrette, du temps de vie qu'on regrette. Et là, c'est exactement ça. C'est en fait, on fait de plus en plus d'activités que on va regretter avoir fait quelque part. C'est Et ça. ça, c'est là où tu te dis, Ouais. purée, on C'est marche quand ça. même sacrément sur la tête. Et du coup, en fait, c'est là où on voit que les, les stimuli normaux, en gros, qui composent notre existence, comme le fait de sociabiliser de manière incarnée avec quelqu'un, ou juste de jouer pour les enfants, mais de jouer de Ouais, manière incarnée, ces stimulus super normaux, ça vraiment. s'est transformé en stimulus super normaux. C'est-à-dire que
le jeu libre incarner des enfants, ça va de plus en plus être transformé en le jeu vidéo où je suis assis devant Fortnite. Et Fortnite, en tant que jeu vidéo justement addictif, c'est un stimulus super normal parce que ça va vraiment retenir les dimensions les plus addictives du jeu. Donc par exemple la comparaison sociale, les classements, etc. C'est vraiment des trucs qui sont exaltés par Fortnite parce que finalement les psychologistes savent que ça nous accroche. Par contre, les dimensions du jeu qui sont vraiment importantes, comme le fait pour l'enfant juste de bouger son corps et de faire du sport, ça c'est complètement retiré du processus. Parce que du coup, et c'est la même chose qu'on voit avec les réseaux sociaux, par exemple, par rapport aux relations sociales, etc. Donc, il y a un vrai phénomène comme ça de marchandisation qui exalte le côté addictif parce que c'est bon pour le marché, mais qui va faire l'impasse sur toutes les choses à côté de ça qui sont vraiment bonnes pour nous. Et c'est la même chose avec Hank Green et les LLM qui exaltent sa curiosité et qui fait qu'en fait il a des kicks de dopamine et que pour le coup il a moins le côté un peu normal de effort cognitif d'apprentissage et c'est ça qui fait qu'il y a pas mal de gens qui rentrent dans ces boucles parce que les LLM en fait pour ta curiosité c'est aussi ce que t'appelles toi Victor un super stimuli. Ça stimule ta curiosité de manière quasiment inorganique quoi, de manière artificielle et boostée et on n'est pas forcément éduqué et préparé à ça. Biologiquement adapté à ça. Ouais, ou même biologiquement ou même culturellement. C'est-à-dire qu'en fait, on nous a pas appris à gérer ça. Hyper intéressant. Donc, après, du coup, il y avait le lien avec le tweet de Sam Altman. Ah oui. Qui vas-y. est drôle, je crois qu'il a tweeté ça la semaine dernière. Et en gros, ce que Sam Altman dit dans son tweet, c'est qu'il a découvert un nouveau usage cool de ChatGPT. Et ça consiste à connecter ChatGPT à ton Google Calendar et à lui expliquer 2-3 trucs sur ton enfant. Comme ça, ChatGPT, il crée un podcast dans la voiture. Et quand tu emmènes ton enfant à l'école, ChatGPT raconte une histoire à ton enfant. Du coup, la réponse, la première réponse au tweet de Sam Altman a fait beaucoup plus de likes que le tweet de Sam Altman. Sam Altman, il a eu 12 000 likes et la réponse a eu 227 000 likes. Et la réponse est juste pourquoi est-ce que tu parlerais pas tout simplement à ton enfant? Et ça même les bots de Twitter ont aimé. C'est hilarant. C'est énorme. Ouais. Et du coup, je pense que là, on touche vraiment à un truc, un vrai sujet avec une certaine élite des patrons de la tech, etc., qui ont un rapport à la réalité qui n'est pas forcément représentatif du reste en fait, des humains et qui est cette tendance aussi à vouloir mettre des écrans partout ou vouloir plus globalement commodifier l'expérience. Je pense qu'un des meilleurs exemples de ça, c'est les Ray-Ban Meta de Zuckerberg, où il y a ce truc où, parce que la réalité en tant que telle est pas assez stimulante, pas assez satisfaisante, il faut mettre des Ray-Ban qui vont nous permettre de parler à une IA quand on est dans la rue, qui vont nous permettre de voir des informations sur nos verres, etc. Et donc il y a ce côté un peu technosolutionniste à chercher tout le temps, à se dire comment est-ce qu'on met plus d'écran, comment on met plus de fonctionnalités numériques, et ce qui revient en fait toujours à la fin à faire de la marchandisation là où ça n'a pas forcément lieu d'être, là où dans une voiture ou quand on marche dans la rue, c'est peut-être le moment justement où on peut se déconnecter et juste utiliser ses sens pour se rapporter au réel, mais non, c'est pas suffisant. Excellent. Donc voilà, je trouvais la réponse assez marrante. Ah non mais c'est énorme. Et le schéma que tu as montré avant, je vais le réutiliser, il est vraiment trop bien sur les activités et la solitaire ou pas. Top. Je vous mets le dernier lien que j'ai mis à l'écran. C'est lequel Ah oui. Dans le... Ok, là. Hop. Tac. Ça là Attends. Tac. Ça Ah, il scrolle un peu. Ah. T'as vu ça? C'est une ONG, je crois. Oh là là. Les bâtards. En Angleterre. Qui a fait du coup une affiche qui a été montrée sur un abri de bus où on voit du coup Jeffrey Epstein et
Alors, je sais pas trop si c'est légal de faire ça, mais bon, apparemment ça a été fait. Mais voilà, c'est présenté comme une pub de Meta. Donc il porte des lunettes Ray-Ban de Meta. Donc clairement c'est un photomontage. Ouais. Et il y a écrit que ce sont des lunettes pour les gens qui ne font pas qui s'en foutent du consentement, quoi. Pour qui le consentement n'est pas une question, quoi. Et parce que très clairement, c'est des lunettes qui, quand même, forcément, par design, elles facilitent le fait de filmer des gens qui n'ont jamais donné leur autorisation pour être filmés. Ouais, c'est même assez récent, quoi, que ce produit soit jugé. Enfin, je sais pas si je crois qu'il a pas été jugé tout simplement, mais enfin ça m'a l'air de violer le RGPD sur tellement d'aspects. Exactement. D'ailleurs, il y a quelques années, quand ce modèle sortait, Zuckerberg était allé sur le podcast de Joe Rogan et Joe Rogan lui avait mentionné le fait, ah tiens, mais est-ce que c'est pas problématique justement, on appuie sur les lunettes et on prend une photo en toute discrétion, etc. Et Zuckerberg avait pas vraiment l'air de comprendre en quoi c'était un problème. Et du coup, je pense que c'est des gens qui en fait sont tellement tellement loin que je sais même pas si le concept de vie privée en fait est quelque chose qui existe, Qui est pertinent pour eux. qui est pertinent. Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est plus la vie privée des autres parce que enfin, il y avait cette Oui, réplique au Sénat oui. où on lui avait demandé c'est où va, enfin vous pouvez nous dire l'adresse de votre hôtel. Ouais. Et puis il avait répondu non. Bah, c'est exactement comme Elon Musk aussi qui avait ce genre de discours. Et à un moment, je crois qu'il y avait eu un site internet qui avait mis les déplacements de son avion privé. Et à ce moment-là, il avait trouvé que la vie privée était un concept plutôt intéressant. Ouais. Je sais pas si vous vous souvenez de ça, mais en fait, c'est toujours pareil. Hein, c'est en fait la vie privée, c'est pas intéressant, sauf quand c'est la tienne, quoi. Et C'est comme le free speech pour le coup. Ouais. Ouais, exactement. Le mien c'est bien. C'est ça. Et du coup, ça peut faire la transition aussi sur le truc suivant Vas-y. que j'ai mis, qui est un article de Paul Bouchot pour AI Forensic, l'association qui étudie beaucoup les plateformes existantes et les IA. Et du coup, la découverte de Paul Bouchot, cette fois, Paul il s'intéresse à vraiment toutes sortes d'entreprises du numérique. Il n'y a pas de favoritisme, quoi, il s'attaque à toutes. Et là, le dernier, c'est sur Hugging Face. Ouais. Et moi, ça m'a fait particulièrement plaisir parce que Hugging Face ont encore vraiment pas mal cette image d'entreprise éthique. Parce que notamment, ils ont recruté beaucoup de chercheurs en AI ethics. Mais voilà. Et ils ont regardé ce que fait Hugging Face, quelle est l'utilisation prédominante de Hugging Face. Et d'après leur étude, l'utilisation prédominante de Hugging Face, dans 73% des cas, c'est pour dénuder des femmes, enfin dénuder des gens, et souvent des femmes, 95% du temps. Et ce qui est assez frappant aussi, c'est que les standards de modération de Hugging Face, en fait, sont même pires en un sens que Twitter, que X, où il y avait cette fonctionnalité qui a fait beaucoup de bruit parce que je pense que c'était plus visible. Mais en fait, Hugging Face, c'est le même combat. Vraiment, c'est l'usage prédominant et les standards de modération sont extrêmement déficients. Donc voilà, c'est l'occasion aussi de rappeler que Hugging Face, c'est une entreprise états-unienne, hein, même si elle a été créée par des Français, ça reste de droit américain, ce qui veut dire que c'est soumis à la régulation des États-Unis qui, notamment via le Patriot Act et la loi FISA, permet au gouvernement américain d'accéder à toutes les données de ces services. Voilà, donc c'est un bon rappel que on peut pas. Enfin, ce que Hugging Face, j'ai vraiment vu dans pas mal d'ONG des employés de Hugging Face être invités à intervenir, et pareil dans les médias. Donc voilà, ça reste une entreprise états-unienne et en fait, tu veux dire que Hugging Face ne fait pas que des trucs cool? Non, c'est pas, ils font pas que te donner des hugs, si c'était la question. Non, mais ils ont réussi pour le coup à se donner une image très cool, c'est vrai. Mais bon, ça me fait un peu penser à Anthropic aussi, hein, qui dans certains milieux a une image beaucoup plus cool, je pense, que ce qu'il mérite. Hugging Face, leur bureau à Paris, c'est juste en face du Climate House. Ouais. Et c'est pas un hasard. il y a eu des liens entre les deux.
entre des ONG qui sont au Climate House. Donc le Climate House, c'est un bâtiment à Paris qui héberge notamment pas mal d'ONG. Et voilà, il y a eu des cas où des employés de Hugging Face ont traversé la rue pour faire des interventions des ONG. C'est assez problématique. Pas sûr que l'empreinte écologique de Hugging Face avec la génération d'images soit très non, verte. non. Non, et puis c'est aussi des gros lobbyistes, hein, ils ont des intérêts certains à la dérégulation, parce que ce sont les plus gros dealers d'IA. Leur métier, c'est littéralement de dealer des IA, c'est-à-dire qu'il y a des fournisseurs d'IA qui mettent leurs produits sur Hugging Face, et Hugging Face ensuite les redéploie dans des entreprises clientes. Je sais pas si vous connaissiez, c'est Titouan qui nous a envoyé cette newsletter que je ne connaissais pas, qui s'appelle Décibel. Et c'est vrai que c'était, en tout cas, moi, il nous avait dit de regarder ça et c'était vraiment pas mal. Et ça rejoint un truc qu'on avait dit aussi la dernière fois, ou en tout cas, on en parle souvent du fait que justement sur les plus jeunes, les réseaux sociaux. Et en gros, là, il y a une étude apparemment de Ada Lovelace Institute qui est hyper intéressante parce qu'elle a étudié un peu le comportement des jeunes, hein, parce que souvent les gens disent oui, mais les jeunes, ils s'adaptent, ils arrivent à trouver des stratagèmes, c'est pas si problématique, vous inquiétez pas. Mais là, en fait, ça donne la parole aux jeunes et je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça donne une image, je trouve, assez complexe et bah, bien sûr que les jeunes, voilà, c'est un espace vital, voilà, mais c'est un espace vital à double tranchant. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que face à ce constat, les jeunes réclament des changements structurels, notamment des restrictions pour les plus jeunes, une régulation de la conception des plateformes, donc les dark patterns et algorithmes addictifs doivent être encadrés pour tous, pas seulement pour les mineurs, mais aussi pour les mineurs, avec aussi des restrictions pour les plus jeunes, et un contrôle accru sur l'IA, etc., etc. Et ça va vraiment dans le sens d'une étude dont on a déjà parlé aussi, où les étudiants d'un campus américain sont prêts à payer pour que eux-mêmes et leur classe n'aient pas accès à TikTok. Et je pense que moi, c'est aussi comme ça que je vois les régulations actuelles. Elles sont très clairement imparfaites. Par contre, c'est aussi une manière symbolique de répondre à cet appel à l'action politique qui émane des plus jeunes eux-mêmes, qui sentent bien qu'il y a eu un laisser-faire politique dont ils payent le prix. Et du coup, c'est assez intéressant. Donc, j'ai pas lu l'étude en entier là du tout. Je l'ai parcouru, mais je trouve hyper intéressant. Qui souffrent pas mal aussi du coup de l'utilisation des écrans dans leur famille. On en parlait la dernière fois aussi, hein. Mais il y a ce côté exactement. scroller, donc je scrolle. Et voilà, ça aussi, ça a beaucoup d'impact, notamment les parents des jeunes qui ne leur prêtent plus suffisamment attention. Et du coup, ça crée tout un tas de problèmes. Et un autre aspect intéressant du lien que tu as mis là, c'est que c'est aussi un truc comparatif en termes de visibilité des différents rapports qui sont publiés. Ouais. Et du coup, souveraineté numérique, c'est le sujet dont oui. tu nous parles. Comment ouais. Mais la parole aux enfants, en fait, elle est négligée. Exactement. Elle n'a pas assez d'attention. Là, on revient sur l'attention et le sujet qui est politique. Et c'est marrant, cette newsletter avec 120 décibels, 80 décibels, 20 décibels, pour vraiment dire ça, c'est des signaux faibles qu'on n'écoute pas assez. C'est assez bien trouvé comme thème. Et moi, j'avais un dernier lien, et après, je crois qu'on aura tout vu. Et moi, ça, c'est un truc que je vous conseille de fou. Alors forcément, je fais grave mon chauvin. Du coup, c'est une affaire sensible sur le clodo. Et en fait, le clodo, c'est le comité liquidant ou détournant les ordinateurs. Et en fait, je connaissais pas du tout. Et du coup, c'est aussi un sujet. Donc à la fin de l'affaire sensible, Fabrice Drouel fait venir une chercheuse qui s'appelle Célia Izoard. Qui parle un peu de cette affaire. Et donc bon, il y a plein de trucs hyper intéressants. Donc c'est un comité toulousain qui pendant 3 ou 4 ans
a fait une sorte de terrorisme contre les nouvelles installations et les débuts de l'informatisation et la digitalisation. Donc ils ont fait brûler les bureaux d'IBM, etc., etc. Et alors il y a plein de trucs hyper drôles. Par exemple, à un moment apparemment en juillet 81, la statue de Jean Jaurès. Donc voilà, nous on a forcément plein de statues de Jean Jaurès, parce que je crois que Jean Jaurès il vient d'Occitanie, je crois qu'il est né dans le Tarn, il était député du Tarn, je crois. Bref, la statue de Jean Jaurès a disparu à Toulouse. Voilà. Et 2 ans après, tous les journalistes de Toulouse, la Dépêche, ils reçoivent une lettre qui dit au vu du laisser-faire total sur justement la digitalisation et la prise de pouvoir autoritaire par des ordinateurs, etc., etc., un homme de gauche s'est suicidé. Parce que même sous Mitterrand, en gros, c'était pour dire, même sous Mitterrand, en fait, la gauche fait rien. Donc un homme de gauche s'est suicidé. Et en fait, là, ils avaient pendu la statue de Jean Jaurès avec une lettre de suicide à ses pieds, en faisant style que c'était Jean Jaurès qui s'était suicidé vu l'inaction de la gauche dans les années 80. Et bref, du coup, ils avaient quand même prévu le truc 2 ans avant. Après, ils ont fait un happening, quoi, à un moment où c'était pas très connu. Et bref, ils ont fait plein de happenings comme ça. Et donc la journaliste Célia Isoard, elle disait, ce qui est fou dans cette histoire, c'est qu'en fait, ce truc-là est devenu inconnu. C'est-à-dire que personne connaît cette histoire. Et même à Toulouse, moi, tous mes potes et tout, personne n'avait entendu parler de cette histoire. Alors je pense que les gros technocritiques de Toulouse, la Techopole et tout, connaissaient sûrement, ou certains connaissaient sûrement, mais en tout cas, moi, je connaissais pas du tout cette histoire. Et apparemment, c'était vraiment un sujet pendant 3 ou 4 ans, il y a eu plein de trucs comme ça a créé un peu une panique dans l'État et dans les multinationales. Et après, ils se sont arrêtés, quoi. Ils ont jamais été chopés, on sait pas qui c'est qui a fait ça. Et en gros, ce qui était intéressant, c'est de voir que derrière ça, en fait, la critique, elle est hyper forte. Parce que en gros, j'ai le transcript, il était, je sais pas si je vais, en gros, ah oui, voilà. Il y a ce truc de dire, c'est un truc de surveillance et tout, et en fait, Fabrice Drouel lui dit, ah oui, ils avaient vu la société de surveillance arriver, et en fait, la chercheuse dit, non, non, mais en fait, ils avaient vu bien plus que ça, et en fait, elle dit un truc comme ça, elle dit, en fait, ce qu'ils ont vu, c'est qu'il fallait absolument pas amplifier l'asymétrie entre les États, les administrations et les individus, parce que cette asymétrie, elle pouvait nous coûter très très cher, et en fait, l'informatique, dans les années 80, ils avaient déjà vu qu'elle était en train de renforcer de manière démesurée le pouvoir des États, des administrations ou des entreprises. Et ça, c'est dangereux. Et je trouve que franchement, voir ça dans les années 80, c'est-à-dire aller au-delà de la théorie de Big Brother, de surveillance, et juste de voir qu'en fait, le problème avec l'informatisation ou les IA de recommandation ou les IA génératives, c'est le fait qu'en fait, ça donne beaucoup trop de pouvoir à certaines entités, alors notamment là aujourd'hui les big tech et les plateformes, bah, je trouve que c'est quand même hyper fort quoi de l'avoir vu 45 ans avant. Et donc du coup bah, c'est un peu le sujet de cette affaire sensible qui pour le coup était hyper bien. Et notamment l'entretien après avec Célia Isoard, qui après apparemment a écrit un livre que j'ai pas lu, hein, Les Ludites en France, résistance à l'industrialisation et à l'informatisation. Donc c'est vraiment sur ce séquence-là. Et voilà. Et je me suis demandé si c'était parce qu'il y avait eu notamment ce comité qu'on avait aussi beaucoup de gens qui étaient très technocritiques et qu'il y avait une sorte de terreau militant de technocritique à Toulouse. En tout cas, ouais, c'est super podcast. Ouais, en plus, ça a été suivi par quand même une vague de discours beaucoup plus optimistes sur Internet, le web, etc. Ça va favoriser la démocratie, donc c'est intéressant de voir que juste avant, c'était pas forcément le cas. Et ben en fait, ce qu'elle disait, c'était que quelque part, c'est le discours positif d'après qui avait un petit peu invisibilisé ce truc-là du début des années 80, et c'est ce discours positif qui a du coup eu toute l'attention et qui explique comment maintenant on n'est même plus au courant que ça a eu lieu, et c'est bien un signe que dans la bataille de l'attention politique, ben, quelque part, ben, le comité liquidant ou détournant les ordinateurs a hélas perdu. Voilà. Vous voulez dire quelque chose de plus?
pour Toulouse est voilà. vraiment le centre du monde, quoi. Bah, voilà, je suis tout à fait neutre dans ce sujet, effectivement. Je pense Je me qu'on est demandais le pourquoi centre les du grands monde. esprits naissaient toujours à Toulouse, mais maintenant j'ai la Ouais, réponse. exactement, voilà, sachez-le. Du coup, on peut donner rendez-vous à tout le monde. On va refaire un podcast sûrement fin août. Du coup, il y en aura de nouveau un début septembre, a priori. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous voulez des choses particulières. J'espère que vous avez entendu à quel point on a level up en termes de qualité audio, vidéo, sonore. Ça devient un podcast incroyable. On va pas s'arrêter là. Yes. Et Eh ben cool. merci tout le monde Ouais, merci à vous. Merci. Bonne soirée à tous les deux. et Et bonne soirée Bonne à tous les autres. À une prochaine. Ciao, ciao. Salut. Ciao. Ciao, ciao.